Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal Avis public que vous suivrez sur Sen TV à partir de 19h45. Bonsoir. Bosco Ntaganda, Terminator, est reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, des crimes que Bosco Ntaganda a eu à commettre à l'est de la République démocratique du Congo. Ayant été coupables d'avoir pratiqué le trafic de bonobos, 3 personnes ont été condamnées à 5 mois de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ce lundi 8 juillet 2019. Le choix d'Alexis Thambwe Mwamba par Joseph Kabila pour le bureau du Sénat est loin d'être accepté par l'AFDC allié qui considère qu'il lui revenait de plein droit à Bahati Lukwebo d'occuper son poste du Sénat. Suivant ce reportage. Le guide suprême du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila, a fini par trancher sur le successeur de Léo Kengo-Wadondo au bureau du Sénat. D'après nos sources, la hiérarchie a rétabli Alexis Thambwe Mwamba, sénateur indépendant, élu de Kindu et membre du groupe parlementaire AFDC allié comme président du bureau, et Évariste Bochab, sénateur du PPRD, élu de Mweka comme premier vice-président. D'après la méthodologie adoptée par la bande à Kingakati lors de leur dernière rencontre des sénateurs, il a été octroyé la présidence du Sénat au regroupement politique AFDC allié dans l'objectif de faire asseoir l'équilibre dans la famille politique de l'ancien président de la République. Sans définir le nom, cela a été aussi accepté par Modeste Bahati. Hélas, il était considéré par l'homme de Kingakati comme un traître dans le rassemblement. Informé de son choix, Bahati Lukwebo, déçu et s'est dit maintenir sa candidature. C'est également la position de plusieurs membres du Front commun pour le Congo qui s'arment déjà à faire échec à la position de Kingakati, comme fut le cas en 2007 avec l'élection de Kengo-Wadondo, surtout que Alexis Thambwe Mwamba n'est pas du regroupement politique AFDC et allié. Pour nombreux, ils ne comprennent pas comment Joseph Kabila pouvait imposer les dénoms des individus sanctionnés par la communauté internationale. C'est une façon pour Kabila de défier cette Union européenne et les États-Unis. Dans une correspondance adressée à Kabila, le regroupement politique AFDC boude la décision de l'autorité morale et propose 3 noms, à savoir Modeste Bahati Lukwebo, Céleste Vunambandi et Maïke Moussissi. Espérons que l'AFDC ne se laissera plus rouler dans la farine. Émérite Loko, porte-parole du Parti travailliste, membre de AFDC et allié, explique ici la position de son parti en rapport avec le choix du FCC pour la présidence du Sénat. Suivons-les. Aujourd'hui, le monde a besoin de savoir quelle est la position de Stephen Bikayi, l'honorable Stephen Bikayi, quant à ce problème qui mine un tout petit peu le FCC. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes la 2e force politique au sein de l'AFDC et alliés, et nous sommes donc de droit membres du FCC. Alors, cela étant, nous devons penser que dans notre formation politique, notre mouvement politique, le FCC, la démocratie est le maître mot. D'aucuns peuvent penser que nous vivons une dictature venant de notre autorité morale, que c'est faux. Nous devons penser que l'honorable Bahati pouvait postuler comme président de l'Assemblée du Sénat. Mais seulement qu'au sein du FCC, nous avons de règles qui nous régissent. Nous avons la discipline, nous avons le respect de la position prise par l'autorité morale, mais aussi par l'ensemble des parties prenantes de ce regroupement politique. C'est comme ça que comme un enfant dans une maison, nous pensons que quand papa et maman se chamaillent, la meilleure position, c'est de se taire. Se taire, mais tout en faisant un effort de rapprocher les points de vue des papas et des mamans. Donc, je veux dire, nous sommes au sein de l'AFDC et alliés, nous avons comme autorité morale la Modeste Bahati. Et nous sommes au sein du FCC et avons comme autorité morale le président Joseph Kabila Kabange.
C'est comme ça que nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait un rapprochement entre ces deux personnalités, de manière à ce que nous puissions avoir un seul candidat à l'élection au perchoir du Sénat pour éviter une débâcle, de manière à ce qu'un loser puisse sortir et puisse avoir ce poste. Pour la matérialisation de l'opération Kinbopeto, opération lancée par le gouverneur de la ville, Jontini Gobila, les habitants le long de la rivière Kalamou en appellent à son assainissement avant la saison des pluies. Ils l'ont dit au micro de Manik Senjoli. Il est plus qu'important au nom de l'opération Kinbopeto lancée par le gouverneur de la ville, Jontini Gobila, d'écurer à temps, dans les conditions sécurisées, la rivière Kalamou. Souvent, à chaque pluie, les populations environnantes connaissent des débordements d'eau avec toutes les saletés qu'il faut imaginer. Interrogé à cet effet, un cri d'alarme a été lancé aux autorités de la ville par la population. Donc il faut vraiment travailler. Quand on est pont Bongolo, Yolo Kimbango, vraiment beau talaga binomoko. Moyen coutu ya koloba exact. Base volonté, ville les villes na biso, tous abiso tout ba congolais vraiment travailler pour la salubrité na katamboko ici. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Bokassa évoluent positivement dans la satisfaction de la population, une fois de plus. Manik Senjoli. Les travaux en exécution sur l'avenue Bokassa, séparant les communes de Kinshasa et Barumbu, évoluent positivement à la satisfaction de la population qui a vu cette artère d'intérêt capital pour la ville province de Kinshasa être délabrée pendant bien longtemps par l'indifférence des dirigeants du pays. Depuis on avait commencé la réhabilitation de l'avenue Bokassa, donc ça a pris beaucoup de temps, mais bien que l'OVD travaille normalement, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais pour cela, nous remercions le président de la République pour penser à nous. Donc vraiment, cette tronçon nous a beaucoup dérangé. Même toute personne qui habite ici avait des problèmes pour vivre, même les véhicules, mais bientôt là, on sait qu'il y aura une inauguration bientôt là. Donc on est presque à la fin. Là, c'est notre sentiment, mais que le président puisse continuer d'autres tronçons qui restent. Mais nous demandons à nos bourgmestres, le président fait le nécessaire. Ce qui concerne les salubrités, nous demandons, on avait vu à l'information, le gouverneur avait reçu les bourgmestres, tous les bourgmestres des 24 communes. Nous voulons que les bourgmestres puissent travailler, surtout pour les problèmes d'assainissement. Il y a le caniveau. Si vous regardez, il n'y a pas encore l'inauguration, mais essayez un peu de vérifier, vous sentez qu'il y a des déchets, il y a beaucoup de saleté. Bon, c'est pour cela que nous demandons à nos bourgmestres de veiller à la propriété et puis de veiller à ces routes que ça prend beaucoup de temps par rapport au temps passé. Non, sentiment na biso vraiment to sepel nde tomoni OVD comme ko bongsela biso nzela parce que ça fait longtemps quand même Bokassa ekufaki. Depuis ekufi biso to bande coopérer bien tête là que toza na ba dépôt moyen to futa ba porte ya ba tezaki tellement difficile mais to sepel vraiment na mokonzi ya mboka ndenge ya bongsela biso Bokassa yango wana tokomi komona wi malembe ezokende. Vraiment nzambe asunga ye na ndenge azobongisela biso. Problème mususu eza insécurité. Tokomi na insécurité makasi ya bakuluna. Soki asilisi Bokassa vraiment mouvement ezongi asilisa pe mouvement ya bakuluna ekomi otungisa moni ozwi mwa difra kuluna memi yango vraiment ekosala bien te. Rappelons que ces travaux font partie du programme de 100 jours lancé par le chef de l'État.
Suivons à présent l'entretien réalisé avec Norbert Yamba, consultant international aux questions de développement, économie et audit, cadre de l'UDPS, sur la problématique de la gestion de l'État et sur celle en rapport avec la construction du port à eau profonde à Banana. Suivons. Norbert Yamba, vous êtes expert international en développement durable, décentralisation et questions des ressources naturelles, cadre de l'UDPS, ancien conseiller politique, économique, financier et audit du président Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, le président de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le pouvoir, donc l'UDPS a le pouvoir. Par quel secteur vous allez commencer pour réussir le mandat? Merci beaucoup. Il faut féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui parce qu'il s'est inspiré véritablement de la thématique de campagne du feu Dr Étienne Tshisekedi en 2011. La thématique de la campagne, c'était le peuple d'abord. Ça veut dire en fait qu'on ne peut rien faire, quelque chose en termes d'action publique, si on ne tient pas compte des déshydratats, des souhaits, des besoins véritablement du peuple. Et donc, c'est sur base de ces déshydratats, de cette thématique de campagne du président Tshisekedi, que le président actuel, qui est de l'IDPS, a mis en place un programme. Un programme, c'est un ensemble de réponses par rapport aux problèmes de la population. Et ce programme s'intitule « Vaincre la pauvreté ». Donc, le grand combat que le président actuel a déclaré, c'est véritablement contre la pauvreté de notre peuple. Alors maintenant, par rapport à ce combat, cela se résume à 3 compartiments. Le premier compartiment, il faut construire la sécurité dans notre pays. C'est un pôle de souveraineté. Lorsqu'un pays est incapable de pouvoir, n'est-ce pas, lutter pour la souveraineté, pour la sécurité de son peuple, donc c'est un pays qui n'est pas souverain. Et donc le président de la République parle de la sécurité. C'est sur base de cette sécurité qu'on va drainer véritablement les investisseurs, qu'on va drainer toute personne éprise de paix et de justice, venir investir dans notre pays. Et donc, deuxième chose, le président de la République pense qu'il faut véritablement construire une dynamique autour de 4 pôles de souveraineté. J'ai cité le premier pôle de souveraineté qui porte sur la sécurité. Deuxième pôle de souveraineté, c'est l'éducation. Il est anormal dans un pays qu'un pays ne soit pas en mesure véritablement d'assurer l'éducation de ses enfants, y compris même celle des adultes. Tenir compte seulement des dons de l'extérieur. Ah non, le président s'engage résolument pour résorber, pour diminuer davantage les taux d'analphabétisme. Et le président s'engage véritablement pour que, de ces côtés-là, on puisse mettre en place, n'est-ce pas, des écoles, j'allais dire écoles primaires, secondaires et universitaires, qui véritablement permettent de pouvoir être compatibles à nos besoins. Il est anormal de former aujourd'hui des hommes et des femmes qui deviennent finalement des perroquins, qui deviennent finalement des hommes qui sont en divorce avec les besoins de la société. Il faut alors avoir des hommes qui terminent les études, qui sont capables de pouvoir être en mesure de transformer la nature naturelle. Et donc, le pôle de l'éducation, c'est un pôle de souveraineté. Troisièmement, le pôle, n'est-ce pas, de la santé. C'est anormal que chaque fois qu'il y a un cas de maladie, qu'on recourt naturellement à l'extérieur. Vous n'êtes pas souverain. Et donc, le président s'engage naturellement pour desservir l'ensemble de notre territoire national, non seulement en ayant des hôpitaux, mais aussi des médicaments et du matériel qui permettent véritablement d'accompagner la population autour, n'est-ce pas, de la question de la maintenance de sa santé. Encore que l'assurance universelle va permettre, ou la sécurité sociale va permettre à ce que les uns et les autres, même s'ils n'ont pas suffisamment de moyens, soient organisés dans la perspective de pouvoir avoir droit aux soins de santé. Je voudrais également dire, pour terminer, avec le pôle d'alimentation, qui est un pôle de souveraineté. Lorsque, en 1960, on avait 44% de recettes en devises dans le secteur agricole, nous avions $368 par habitant par an. Nous étions au même niveau pratiquement que la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'était $255. Aujourd'hui, la Corée du Sud a $32 000 par habitant par an. Nous sommes restés à 450, donc on n'a pas avancé. Le secteur agricole qui nous donnait
quand 4% des recettes en devises ne nous donnent presque rien aujourd'hui, et le président s'engage non seulement à réhabiliter toutes ces entreprises qui ont fonctionné dans la perspective de pouvoir renflouer, n'est-ce pas, les biens et les services dans notre pays autour du secteur agricole, parce que le Congo à l'époque était vraiment le vrai panier agricole pour l'Afrique centrale. Et donc, on attend travailler de fond en comble pour éviter simplement qu'on puisse avoir les biscuits de Pâmes ou je ne sais pas quoi qui vient de l'extérieur. Alors maintenant, pour terminer, lorsqu'on aura mis en place le pôle de souveraineté qui porte sur la sécurité, l'éducation, la santé, l'alimentation, mais écoutez, il faut construire une dynamique autour véritablement de la recherche technologique et fondamentale. La recherche technologique va permettre véritablement de transformer tout ce que nous avons comme produits miniers, tous produits agricoles, etc. Et on va renflouer, c'est pas les caisses de l'État, mais il faut terminer par la gouvernance, la bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'hémorragie financière dans la gestion des affaires de l'État. Toutes les entreprises sont personnalisées, toutes les entreprises sont des propriétés privées des gens. On ne produit plus de richesses, on n'a que 4 à 5 milliards de dollars. Or, on vous dit que lorsqu'il faut arrêter la corruption à 30%, on aura 55 milliards de dollars. Donc, le président pense que lorsqu'on aura renfloué les caisses de l'État, il faut donc mettre en place un système de surveillance mutuelle qui reposera sur une gouvernance qui permettra véritablement que la corruption soit arrêtée à une proportion maximum, minimale ou optimale, j'allais dire, et de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Vous parlez du peuple d'abord, mais le même peuple se rend compte comme s'il est délaissé 6 mois après l'accession de votre président à la tête du pays, mais tout semble être bloqué. Est-ce que le peuple n'est pas délaissé à son triste sort? Le président de la République a été très pédagogique, très méthodique. C'est vrai qu'il arrive, il y avait un gouvernement, lequel gouvernement n'était pas suffisamment l'allié de notre peuple. Et il fallait mettre en place des dispositifs transitoires et ces dispositifs pouvaient permettre véritablement de pouvoir rendre des services de qualité à notre peuple. Et c'est comme ça que le programme de 100 jours a été mis en route. Et dans ce programme de 100 jours, au-delà véritablement de la performance politique, en libérant les prisonniers politiques, en donnant la possibilité à tous les Congolais qui ont été exilés dans tel ou tel endroit de revenir, le président de la République qui a réouvert certains hôtels comme celui de Martin Fayulu, etc., a permis également d'amorcer des travaux de routes, des infrastructures de base, notamment les routes, non seulement les routes d'intérêt général, même les routes des décès agricoles. En tout cas, ça se trouve disséminé à travers le pays. Et vous savez, les écoles, les routes avec beaucoup de conséquences à Kinshasa, beaucoup d'embouteillages. Aujourd'hui, on ne sait plus se promener aisément. Quand on veut manger des omelettes, il faut savoir casser les œufs. C'est très important. Alors, il y a une question, Norbert Yamba, c'est un rapport avec la construction du port en eau profonde, également le pont qu'on devrait jeter sur le fleuve Congo, entre deux pays, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Le chef de l'État a fait le choix de prioriser d'abord la construction du port en eau profonde, ce qui a provoqué la joie de Né Congo. Est-ce que pour vous, c'est un bon projet qui pourra résoudre la question du social pour le peuple de Né Congo? Bon, c'est un bon projet, j'adhère à ce que disait mon président, mais laissez-moi porter un peu ma casquette d'expert sur des questions de développement, sur des questions qui intéressent la République. En fait, je ne pourrais peut-être pas dire autrement en dehors de ce que le président a dit. Il y a des choses qui sont faites à cause de grandes pressions, etc. Mais je crois que l'élite politique, l'élite intellectuelle et l'élite économique doivent travailler dans la perspective de donner un éclairage aux chefs pour prendre des décisions stratégiques. Vous savez que les ponts routes, les ponts rail Kinshasa-Brazzaville, c'est d'abord un pont, un projet qui répond à une préoccupation justement de l'Union africaine. L'Union africaine est régie par ce que nous appelons le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD.
dans le cadre des enclavements, dans le cadre de permettre des projets intégrateurs, des projets fédérateurs entre les pays africains, etc. Et donc, le pont route, le pont rail, a été fait partie naturellement de ces investissements. Et il coûterait dans les 550 millions de dollars qui seront financés à la fois par la BAD, qui est une banque panafricaine, et aussi l'Afrique à 50. Ça, on connaît déjà le financement. C'est très important. Et donc, lorsque vous faites le coût de ce que représente le port de Banana, à nos profondes, bien entendu, c'est 5 fois le coût du projet port rail Kinshasa-Brazzaville. C'est que très clairement, il faut disponibiliser plus de 2,5 milliards de dollars pour réaliser le port à nos profondes de Banana. Entre-temps, il faut réunir cet argent dès lors déjà que le budget de notre pays est de 4 à 5 milliards. Mais c'est le partenaire qui pourra aussi prendre en charge une partie de cet argent. Écoute, je travaille au sein des institutions internationales plus de 25 ans. Et je dois vous avouer qu'un partenaire n'accepte un projet que lorsque ça répond à sa philosophie, à sa vision. Le port en eau profonde est un projet très utile parce que ça permet de mettre en compétition le port de Banana et le port de Pointe-Noire. Mais c'est un projet national, c'est très important. Et donc, la BAD s'est dit, bon, dispo pour aider véritablement ces projets, là, simplement parce que ça va désenclaver et ça va construire un grand marché au sein de l'Afrique centrale. Vous savez que l'Afrique centrale, dans son ensemble, a comme locomotive Congo-Kinshasa. Tous les autres pays sont satellitaires. C'est-à-dire le Congo-Kinshasa jouerait le rôle de point d'amplification pour drainer les développements en Afrique centrale. Lorsque vous regardez la géopolitique africaine de notre continent, vous avez 5 régions. Il y a la région du Nord, la région du Sud, la région de l'Est, de l'Ouest et du Centre. La région du Nord, ça c'est l'Égypte qui est la locomotive, qui dispose aujourd'hui de 315 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est la première puissance militaire en Afrique, etc., qui draine les autres pays comme le Maroc, la Tunisie, etc. Et vous avez l'Afrique du Sud, en Afrique australe, bien entendu, qui draine d'autres pays comme Botswana, Zambie, Zimbabwe, etc., qui avancent. Et vous avez l'Ouest, c'est le Nigeria, avec d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, tous ces pays de l'Ouest, etc. Le Nigeria a 581 milliards de dollars. À l'Est, vous avez la puissance régionale, l'Éthiopie, 287 milliards, qui drainent le pays comme le Kenya, la Tanzanie, etc. Tous ces pays-là ont des routes, tous ces pays-là ont des voies véritablement de transport, mais ils ne sont pas reliés. Parce qu'au centre, il y a l'Afrique centrale, dont la locomotive, c'est Congo-Kinshasa, qui n'a que 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est-à-dire que lorsque vous quittez le nord vers le sud, il faut passer par l'Afrique centrale, et la locomotive, c'est Congo-Kinshasa, il n'y a pas de route. Lorsque vous quittez l'est vers l'ouest, il faut passer par Congo-Kinshasa, il n'y a pas de route. Donc l'Afrique ne peut pas décoller si Congo-Kinshasa ne se met pas debout. Et c'est comme ça que, dans le cadre du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, est un grand programme qui a été mis en place pour construire des projets fédérateurs ou intégrateurs. Eh bien, écoute, ce pont a été prévu. Encore que c'est la banque qui finance. C'est vrai que le Congo-Kinshasa a l'obligation, au travers de son budget, de pouvoir construire le port en eau profonde parce que ça ferait une compétition avec le port de Pointe-Noire. Mais écoutez, le débat est fondamentalement intellectuel. Je sais que là, il est en même temps politique. Il est à la fois politique et intellectuel, mais il faut sortir des raccourcis. Nous devons avoir un leadership transformationnel aujourd'hui. Regardez. Lorsque vous êtes dans le Bas-Congo, parce qu'en réalité, j'ai entendu beaucoup de gens du Bas-Congo, du Congo central dire que non, 90% des recettes viennent du port de Matadi et du port de Boma. Écoutez, ces ports ne seront pas arrêtés. Ces ports ne seront pas arrêtés. Non seulement parce que lorsque le port de Pointe-Noire, c'est un port de transit. Excusez. C'est un port de transit. Et lorsqu'on regarde le coût de transaction entre le port de Pointe-Noire
Matadi, Boma, etc. Ces coûts de transaction sont moins que le coût de transaction de Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa. C'est très important. Et donc, beaucoup de gens, sur base véritablement de cette comptabilité, pourront faire le choix de l'option de quitter Pointe-Noire pour atteindre Matadi ou Boma. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans un pays comme celui-ci, il y a moyen véritablement de diversifier les revenus. Quand vous allez dans le Bas-Congo, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent générer véritablement des ressources. Allez à Lofo. Nous avons fait une étude. Je suis tombé sur une étude. Lofo fait rentrer plus de 5 millions de dollars chaque jour. Et quand je regarde le budget du Bas-Congo, du Congo central, ça ne représente rien. Cet argent s'en va où? Qui a été responsabilisé pour prendre cet argent? Et qui prend cet argent? C'est très important. Quand vous allez sur la route du Bas-Congo, du Congo central, il y a ce qu'on appelle les FONER avec le système de péage. On produit de l'argent. Je n'ai pas vu dans le budget véritablement du Congo central pour que cet argent puisse avoir véritablement de répercussions sur le plan économique, etc. Regarde, vous avez dans la province du Congo central, il y a ce qu'on appelle le barrage d'Inga, avec potentialité de 44 000 mégawatts. On fait quoi? Regardez, quand vous êtes à Mazangou, il y a de l'électricité. Quand vous êtes à Boma, il y a de l'électricité. Quelle est la capacité de leadership de l'autorité provinciale et locale de pouvoir drainer les investisseurs Il n'y a rien. Écoutez, quand vous êtes dans le Congo central, les oranges, les mandarines, les citrons, les pamplemousses, les tomates, les ciboulettes, tous les produits agricoles, le manioc, on fait quoi? Même pas une petite usine pour produire que du jus. Vous croyez que simplement avec les recettes si faciles de porc là, on va continuer à vivre? Et la pêche, quel type de pêche on fait? Écoutez, il faut pas manquer d'intelligence. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis. Nous sommes un pays qui est en genoux. Nous avons un pays qui est en genoux. Et nous avons intérêt véritablement que l'élite politique change de méthode. On ne peut pas claironner, faire des incantations autour de petites recettes ordinaires. Alors, c'était Norbert Yamba. Vous aviez compris, Norbert Yamba, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci. Nous devons discuter, c'est notre pays, mais nous voulons véritablement la diversification des ressources liées, de focaliser des ressources, des produits monopoles. Encore, ce ne sont même pas des produits. On ne peut développer un pays que lorsque on a une immensité de richesses possibles, pas potentielles. Et nous avons la responsabilité autour véritablement de ces richesses potentielles de les transformer. Et là, il faut la technologie, il faut l'éducation, il faut la gouvernance, etc. Il me semble qu'ils n'ont pas encore commencé la gouvernance chez eux. Perenco, qui exploite le pétrole, produit 370 millions de dollars et la caisse ne verse que 290 000. J'ai entendu quelqu'un après 9 mois. Non, mais il faut arrêter. Il y a des choses pour lesquelles on peut véritablement faire et avoir beaucoup de ressources pour permettre le développement de la province du Congo central. Merci. Nous vous souhaitons bonne chance, bon mandat. Vous avez tout le temps. Nous pensons que vous ferez mieux que ce que le pays a pu connaître depuis tous ces temps. Merci Norbert Yamba. Nous nous engageons, on ne sait pas comment on vole et nous allons véritablement nous engager dans la perspective de pouvoir faire autrement les choses. En tout cas, ça c'est le défi le plus important et nous veillons à ça, encore qu'il faut éviter des roublards et des profiteurs qui peuvent véritablement gâcher la fête, mais nous croyons que Dieu sera avec nous et que nous allons faire les choses de manière que cela puisse faire honneur et dignité à notre peuple. Bonne chance. Merci bien. Voilà, c'est par là que nous mettons finalement un terme à ce journal. Merci, au revoir et à la prochaine.